Voilà. Et donc, je mets ensuite le partage d'écran pour avoir les deux titres. Donc, c'est Nicolas Champ qui va nous parler aujourd'hui du protestantisme en France, des origines à la séparation des églises et de l'État. Et j'arrête ici le PowerPoint puisque nous n'en avons plus besoin. Voilà. Alors, je présente Nicolas. Certains d'entre vous le connaissent puisque et c'est un de nos professeurs à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est un historien, un contemporainiste, et je le connais depuis plusieurs années puisqu'il avait fait sa thèse aussi à l'UBM, hein. Et sa thèse, je crois que tu l'avais faite avec Marc Agostino, c'est ça? C'est ça. C'est ça, voilà. Et le titre de la thèse est Religion et territoire, l'espace public entre présence confessionnelle et sécularisation dans la France du 19e siècle. Et tu te penchais plus particulièrement sur le cas de la Charente inférieure, 1801-1914, ce qu'on appelle aujourd'hui, comment on l'appelle aujourd'hui? C'est la Charente-Maritime, tout La simplement. Charente-Maritime qu'on appelait inférieure. D'accord, très bien. Ils Oui, aimaient pas très puisqu'elle est loin. au bas de la... Voilà, c'est ça, elle est à l'embouchure de la Charente. Très bien. Alors, maintenant que je t'ai présenté, je dois dire aussi donc, que tu fais des cours dans le Master Religion et Société, tu viens de nous le dire, sur le protestantisme. Et puis, tu mènes de nombreuses recherches. Quand on a préparé cet entretien, tu me disais que tu rentrais, je crois, de Strasbourg, où tu avais mené diverses recherches. Donc, tout ça, c'est parfait. Tu vas, bien entendu, peut-être nous parler de tout ça dans ta présentation. Alors, comme le public que nous avons est un public qui est certes déjà au fait de l'histoire des religions, etc., notamment dans notre pays, mais je pense quand même que ça serait bien que tu nous reprécises un petit peu les débuts du protestantisme en France, enfin que tu partes même de Luther et ensuite que tu abordes Calvin pour bien situer le protestantisme en France des origines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Avant qu'on parle après du statut du protestantisme chez nous. Donc, bien sûr, alors en ayant à l'esprit que c'est, bon, comme vous le savez, puisque vous avez déjà suivi les cours, pour la plupart suivi les cours de Bernadette, Martin Luther, c'est le domaine allemand, hein, ça commence en Allemagne, enfin dans le Saint-Empire romain germanique, dans les années, au milieu des années 1510, enfin 1517, si on doit prendre une date, en sachant que ça se situe dans un contexte globalement d'inquiétude spirituelle, d'inquiétude eschatologique, peur du jugement dernier, etc. Donc c'est une époque plus largement de réforme et de réflexion religieuse. Donc c'est l'un parmi beaucoup d'autres. C'est celui qui va aller le plus loin dans la rupture avec Rome et qui va servir de modèle ou d'anti-modèle pour un certain nombre d'autres figures à l'origine des réformes protestantes, parce que même si on a mis dans le titre le protestantisme, désormais, on insiste beaucoup plus sur le pluriel des protestantismes, des réformes, en sachant que même au sein de ce qu'on appelle la réforme protestante, euh, il y a bien sûr Luther, mais il va y avoir d'autres théologiens, figures qui vont être présentes, en ayant à l'esprit que les idées de Luther sont connues assez rapidement en France. C'est-à-dire que, bon, vous le savez sûrement, il a eu quelques soucis au sein du Saint-Empire romain germanique, mais les idées luthériennes sont connues en France dès les années 1520, avec déjà quelques martyrs, enfin notamment quelques personnes qui ont des démêlés avec la justice, avec le Parlement de Paris, cour judiciaire hein, à l'époque, pour avoir diffusé les idées de Luther. Donc dès les années 1520, des choses sont connues, ça s'accélère un petit peu à partir des années 1530 avec la fameuse affaire des placards, donc des pamphlets affichés partout dans Paris et dans des lieux un peu stratégiques, y compris dans le Palais Royal, donc ce qui a tendance à agacer le souverain François Ier, et qui s'en prennent à la messe, hein, donc l'élément central dans le culte catholique. Donc, donc il y a une certaine effervescence religieuse, mais dans les années encore 1530, 1540, il y a encore ce qu'on appelle ces fameux fidèles entre deux chairs, ceux qui ne choisissent pas complètement de passer dans la rupture avec Rome, qui réfléchissent encore au sein de l'Église et qui ne sont pas encore donc en rupture. La figure qui va accélérer cette rupture, même si elle n'est pas présente complètement sur le territoire national, pendant tout, enfin, même si le concept de territoire national est contestable hein, pour le XVIe À siècle, l'époque, oui. sur le territoire français, c'est bien sûr Jean Calvin, à partir
à partir des années 1530, et surtout à partir du moment où il va piloter la réforme, enfin la réforme de langue française. Bon, il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres sensibilités au sein de la réforme d'expression française au XVIe siècle, mais c'est le plus important depuis Genève. Et en fait, les églises protestantes françaises vont connaître au cours du XVIe siècle, à partir des années 1500, à partir des années 1550, c'est vraiment le démarrage, l'accélération, une progressive calvinisation, notamment en termes institutionnels et organisationnels, et bien sûr théologiques. C'est-à-dire que l'organisation telle qu'elle va être mise sur pied dans la France de langue française, hein, je mets à part Strasbourg qui relève, et l'espace alsacien qui relève toujours du Saint-Empire romain germanique, dans l'espace on va dire, d'expression française, pour faire très vite, hein, c'est la réforme d'inspiration calvinienne qui va se développer, s'enraciner et qui va connaître un assez rapide développement au point qu'on estime qu'à la fin des années 1550, début des années 1560, il y a à peu près 10% de la population qui a basculé du côté de la réforme. Et en sachant que ça va être le maximum Oui, du poids du protestantisme en France. Il est atteint au XVIe siècle et depuis, ça a eu tendance à plutôt diminuer, stagner, enfin voilà. Mais donc voilà un peu les origines de la réforme du XVIe siècle. Donc alors effectivement le modèle de Luther, dans le contexte français, bien sûr le rôle de Calvin, mais il y a aussi alors une réforme, un autre type de réforme qui est présente beaucoup plus minoritaire et beaucoup moins présente dans l'espace français, mais qui aujourd'hui est repensée aussi en termes de généalogie de certaines sensibilités protestantes. C'est la réforme dite radicale de type anabaptiste, qui va beaucoup plus loin sur un certain nombre d'éléments de rupture avec Rome, notamment avec la figure de Zwingli, c'est-à-dire sur la célébration de la scène. C'est lui qui s'éloigne le plus d'une certaine manière avec Rome, même par rapport à Luther, qui n'était pas tout à fait dans la même interprétation de la célébration de la scène, qui avec des cultes très épurés et avec la pratique du baptême plutôt à l'âge adulte, enfin l'âge de raison. Donc ça, c'est l'autre type de réforme, la réforme radicale de type anabaptiste, qui va surtout ça, au départ s'enraciner dans l'espace Saint-Empire romain germanique, mais qui va rester en phénomène très, très, très minoritaire dans des espaces qui vont passer sous tutelle française, typiquement les anabaptistes ménonites, ce qui est une branche de l'anabaptisme. On en trouve de manière un peu continue dans la France de l'Est, enfin du Nord-Est, c'est-à-dire l'espace alsacien, l'espace lorrain, les Vosges, voilà, c'est des régions, ils seront présents à partir plutôt du XVIIe siècle, et avec un rôle dans la société assez différent du protestantisme réformé majoritaire dans la France dite de l'intérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu rapidement sur le XVIe siècle. d'accord. Et alors, quelles sont les étapes de l'enracinement du protestantisme dans l'espace français, justement au XVIe? Mais c'est ce que enfin, c'est ce que j'ai Oui, mais rappelé tu as des étapes, rapidement. voilà, oui. Les étapes géographiques, ça va s'enraciner essentiellement. Enfin, on va retrouver une bonne partie de la géographie telle qu'elle va se perdurer au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un fort enracinement dans la France méridionale. Il y a des îlots souvent liés à des personnalités nobiliaires qui se convertissent et donc avec des cultes célébrés au château, etc. Dans la France plus septentrionale. Il y a un protestantisme pas négligeable en Normandie, mais qui va fondre enfin, qui va se réduire comme peau de chagrin au XVIIe siècle. Il y a des régions qui restent totalement hermétiques quasiment à la Réforme au XVIe siècle, comme la Bretagne, où là, c'est que des cultes dits de fief, donc vraiment liés à une présence nobiliaire convertie au protestantisme, et avec un rôle assez important des conversions des élites. C'est-à-dire que souvent, il y a des phénomènes un peu clientélaires comme ça existe dans les sociétés un peu d'Ancien Régime, où à partir du moment où on est dans le clan de telle grande famille, on a tendance à devenir aussi également protestant. Même si dans le détail, il y a toujours des contre-exemples, hein. C'est-à-dire que du côté catholique, du côté des Guises, dans la clientèle des Guises, dans la petite noblesse
rattaché aux Guises, il y a parfois quelques réformes, quelques protestants qui sont toujours là, mais c'est ultra, ultra minoritaire. Et tu Et pourrais nous avec dire, un phénomène à la fois, on insiste sur le côté urbain, mais également d'un renseignement rural qui n'est pas négligeable. et est-ce que tu peux nous donner quelques éclaircissements sur justement le protestantisme chez nous, dans le long de la Garonne et même de la Dordogne, Ah bah c'est effectivement le long des fleuves pour l'essentiel, Dordogne, Garonne, enfin tous les affluents de la Garonne le Lot, oui. dans le Lot-et-Garonne, enfin dans cette région-là où c'est quand même bien implanté, avec parfois aussi des phénomènes aussi euh, liés à la présence de grandes familles protestantes dans la région. Alors parfois cette noblesse protestante, elle va perdurer très longtemps, c'est-à-dire que cette noblesse protestante dans le Lot-et-Garonne, on la retrouve encore jusqu'au XXe siècle, hein. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais moins bien, mais elle est. Ici, Vermont-Franquin, par exemple, il y a encore pas mal de châteaux, de petits châteaux, qui appartiennent à des familles protestantes nobiliaires. Oui, oui, oui. Du côté de Nérac également, enfin Oui, oui, Nérac, Sérac, il peut y avoir des positionnements enfin voilà, c'est des familles qui réussissent à rester protestants sur la longue durée. alors justement, on a peut-être dû commencer par ça comme question, mais quel est le statut du protestantisme dans l'histoire religieuse de notre pays? Alors là, clairement, c'est un phénomène minoritaire et c'est vraiment ce qui le différencie très nettement des autres espaces avec une présence protestante, dans le cas, présence protestante qui est étudiée de manière récurrente dans l'historiographie. C'est-à-dire qu'entre le Saint-Empire romain germanique, il y a un système très complexe de partage confessionnel du territoire qui se met en place au cours des différentes paix qui sont promulguées soit au XVIe, soit au XVIIe siècle. Où il y a une marqueterie confessionnelle, enfin des territoires catholiques qui voisinent avec des territoires protestants et avec pas du tout le même fonctionnement institutionnel, donc une très forte confessionnalisation de la société, donc et un rôle très important dans ces sociétés-là. Alors qu'en France, ça reste un phénomène durablement minoritaire, même si géographiquement parlant, il peut y avoir des isolats ou des îlots protestants durables, hein, qui réussissent. Enfin, le cas le plus connu, c'est les Cévennes protestantes, mais on a également étudié à côté des Cévennes catholiques, où là, il y a ce phénomène de confrontation sur la longue durée qui peut être intéressant d'examiner. D'accord. C'est un phénomène vraiment minoritaire et du coup, le rapport à l'institution, à l'obéissance au souverain, c'est pas du tout la même logique que dans les espaces où ils sont majoritaires. Et du coup, même pour la culture, enfin des concepts qui sont pas du tout dans l'air du temps au XVIe siècle, comme la tolérance, où c'est pas du tout la même configuration d'être en situation minoritaire en France que d'être en situation majoritaire, par exemple, en Suède, où là, l'église luthérienne suédoise, c'est une église enfin, assez fréquemment persécutrice alors, des catholiques, mais aussi parfois des autres branches protestantes au XVIIe. Et il y a une explication pour cette diversité selon les pays? Bah, c'est déjà au départ, selon le rapport à l'autorité, c'est que souvent, enfin, par exemple pour l'espace scandinave, c'est que ça correspond aussi à la conversion du souverain. Donc, c'est pas non plus la réforme anglicane, où là, c'est clairement lié à une opposition pour une autre raison entre le souverain et la papauté, mais le fait qu'il y ait une conversion durable du souverain, ça joue, c'est un élément déterminant dans le rapport à l'État. D'accord. Et alors, comment s'organisent, puisqu'ils sont minoritaires, justement, quel est l'avis de ces communautés protestantes? Est-ce que tu peux décrire un petit peu, par exemple, quel type de culte ils ont, comment ils se rassemblent, quelles sont leurs relations avec les pouvoirs civils? Je me souviens qu'on a vu lors d'un congrès, mais il y a assez longtemps, à l'université, on avait eu toute une analyse des pèlerinages au désert, par exemple, hein, par Madame oui, Pacto. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Comment vivent donc ces communautés protestantes Pour les communautés protestantes réformées, je précise parce que les et luthériens, réformées calvinistes? c'est pas la même organisation. Et au XVIe, XVIIe siècle, à part en Alsace, on le reverra, obéit tout à fait notre logique de fonctionnement. Pour le reste, c'est du protestantisme réformé, clairement d'inspiration calvinienne, donc avec
Donc le culte dominical, la célébration des baptêmes plutôt au moment du culte dominical. Euh, C'est le baptême des enfants Le encore, hein, avec baptême la des Sainte enfants, hein, c'est pas du baptême anabaptiste, hein, enfin, c'est pas du baptême baptiste, c'est le baptême des enfants lors du culte dominical. Enfin, prédication en langue française, bien sûr. Donc, Alors, culte. pardon, je te coupe. Est-ce que tout le monde, justement, parlait français à l'époque? Alors, en langue française ou en langue locale, hein, Ah, mais enfin, ceux qui nous sont parvenus jusqu'à nous, c'est essentiellement la prédication en langue française. Mais après, il faudrait vérifier. Je connais moins bien cette période que le 19e siècle. Je suppose d'or que dans le Béarn, etc., on doit trouver la prédication en béarnais Bernay, oui, c'est ou ça, oui. ou en langue locale. Et comme on travaille essentiellement sur des sources imprimées, je ne suis pas sûr que tout ait été imprimé ensuite. D'accord, Donc, tout tourne quand même autour de la prédication et en ayant à l'esprit que l'organisation est vraiment calquée sur enfin, c'est le modèle calvinien qui va durer, quelle que soit la période, alors qui va, selon les périodes, va être plus ou moins actif et efficace. Donc, avec l'organisation de base, avec le consistoire local qui gère la vie de l'Église à l'échelle, de ce qu'on dirait aujourd'hui paroissiale. Euh, Au-dessus, il y avait ce qu'on appelait les colloques pour réguler à l'échelle régionale, les synodes provinciaux et le synode national qui était l'instance et qui demeure l'instance de régulation sur toutes les questions, notamment théologiques, qui peuvent diviser, enfin théologiques et d'organisation, qui peuvent diviser les parents, enfin les fidèles. Et en ayant à l'esprit que dans toutes ces organes, enfin, sauf pour l'assemblée de base, pour le consistoire, pour tout ce qui était organisation synodale, l'idée d'une parité laïque pasteur, c'est un des éléments déterminants. Jusqu'au 19e siècle, enfin, notamment pour les synodes que je connais mieux, ce sont ceux du 19e, il y a toujours une double représentation, euh, un pasteur accompagné d'un délégué laïque. Donc ça, c'est quand même une forte originalité. Et en ayant à l'esprit qu'il y a quand même plein d'autres aspects dans la vie quotidienne qui font trancher, enfin, qui différencie la communauté protestante de la communauté catholique environnante, l'importance au chant profane, enfin au chant en langue, en vernaculaire, et pas en latin, dans le culte, donc notamment les psaumes, qui sont un des éléments identitaires majeurs au XVIe, XVIIe siècle, les cantiques par la suite. Donc ça, c'est un des éléments importants. Un des éléments qui différencie aussi assez nettement les protestants du reste de la communauté française, c'est l'attitude face à la mort, et notamment tout ce qui est, enfin bon, le purgatoire, bien sûr, il n'y a pas de purgatoire chez les protestants, ça va sans dire, mais il y a également un refus de toute cérémonie qui mette en honneur les qualités du mort, par exemple. Le cas le plus connu, c'est que la tombe de Calvaire, on ne sait pas où elle est au cimetière de Genève. Donc il n'y a pas ce culte familial des morts tel qu'on peut, enfin, le culte des morts tel qu'on peut le trouver catholicisme, oui. dans les familles catholiques. Et alors, est-ce que le pasteur est élu? Euh, Ça dépend des époques. Globalement, il peut être élu, mais rapidement, c'est quand même, c'est pas ça. Il y a eu des moments où ça a été par l'Assemblée de base. À d'autres moments, c'est plutôt nomination par le synode quand même. Ah, c'est une dénomination. Et pour combien de temps dans le même lieu? Alors ça, pour le 16e siècle, enfin pour l'époque moderne, j'ai plus l'esprit en tête, mais j'ai plus la durée en tête. Mais souvent, enfin pour ce que je connais au 18e et au 19e siècle, donc pour des périodes plus tardives, il n'y a pas le phénomène de durée limitée dans un même poste tel D'accord, qu'on le pratique aujourd'hui. d'accord. Il peut y avoir des cas de pasteurs qui font l'essentiel de leur service, enfin de leur carrière pastorale, dans une même région, ou un même environnement. D'accord. Et alors, quelles sont leurs relations avec les catholiques, les voisins catholiques et les pouvoirs civils? Alors, avec les catholiques, c'est variable, ça dépend des régions. Au 16e, bon, c'est la période des guerres de religion, mais on peut mettre ça un peu à part. Mais après l'édit de Nantes de 1598, bon, il y a
d'une certaine manière, il y a une confessionnalisation de la société française avec des structures parallèles qui sont mises côte à côte. Vous aviez le diaconat protestant qui se chargeait des pauvres protestants, qui avait le même type de structure côté catholique, et ainsi de suite. Et avec, par contre, c'est vraiment au moment du siècle de l'Édit, ce qu'on appelle le siècle de l'Édit Nantes, qui a vraiment une confessionnalisation systématisée des lieux de sépulture. Au début, dans les années 1560, 1570, on trouve parfois, dans des moments d'apaisement à la fin des guerres de religion, des accords au sein de certaines villes pour que tout le monde continue à se faire enterrer au même endroit, là où étaient enterrés les ancêtres. Bon, au XVIIe siècle, c'est plus du tout cette configuration-là, c'est des cimetières distincts pour les uns et les autres, souvent quand même assez éloignés spatialement. Donc c'est plus de la coexistence euh, enfin c'est la coexistence plus ou moins pacifiée sous le regard de l'État, et en sachant que l'État, à ce moment-là, il faut avoir à l'esprit on a que les différents souverains jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le principal adversaire de la France, c'est les Habsbourg catholiques. Donc les Habsbourg qui se retrouvent enfin, à la fois en Espagne et dans le Saint-Empire romain germanique. Donc dans cette perspective-là, sur un plan géopolitique, à certains moments, même le souverain et son principal ministre Richelieu, pour Louis XIII, n'a pas forcément intérêt à trop apprendre à rebrousse-poil les protestants, sauf dans des cas un peu limites, comme enfin, vous connaissez sûrement le siège de La Rochelle, enfin, en 1628. Mais il y a d'autres périodes, dans les années 1630-1640, où le pouvoir était beaucoup plus tolérant, accommodant avec les protestants, parce que c'était une carte à jouer contre les Habsbourg à l'international, avec des alliances parfois avec d'autres, avec des pays protestants, enfin des États protestants plutôt. Et tout ça, ça va changer. Bon, déjà avec l'arrivée de Mazarin comme principal ministre pour Louis XIV, pour la minorité de Louis XIV, et surtout à partir du règne personnel de Louis XIV. Bon, alors là, ça va beaucoup plus se durcir, avec une interprétation au sens le plus étroit du terme des textes du texte de l'édit de Nantes à partir des années 1660, et ça va culminer avec, dans un premier temps, bien sûr, les dragonnades pour faire pression contre les protestants, pour les inviter à se convertir de manière un peu musclée. Et ça va culminer avec la révocation des de Nantes en 1685. Et avec des petites mesures bien vexatoires et vraiment très juridiques, par exemple, pour limiter le nombre de lieux de culte protestants. C'est-à-dire qu'il fallait réussir à prouver par des témoignages écrits anciens que le culte était déjà célébré là au moment de l'édit de Nantes pour que le lieu de culte ne soit pas interdit et détruit. Alors quand c'était que de la mémoire orale, c'était jugé comme des preuves non pertinentes. Donc il fallait retrouver tous les registres, par exemple d'actes pastoraux, pour prouver que c'était déjà un lieu de culte à la fin du XVIe siècle, pour continuer à avoir un lieu de culte à partir des années 1660. Donc c'était l'un des moyens utilisés par les autorités pour interpréter de manière le plus étroite possible les dits de Nantes. Ça, c'est ce qu'on appelle le siècle de la clandestinité. Non, ça, c'est encore le XVIIe siècle, le siècle de la clandestinité, c'est vraiment à partir de 1685, et la révocation de l'édit de Nantes, où là, une obligation de se convertir, le risque de galère si on se fait attraper en train de fuir le territoire national, euh, et dans certains cas aussi emprisonnement, conversion forcée des enfants ou mise en place de structures spécialisées dans l'accueil des nouveaux convertis, enfin notamment des nouvelles converties. Donc, par exemple, des congrégations spécialisées de ce type, comme les Dames de la Foi, qui tenaient des maisons d'éducation qui étaient spécialisées dans l'accueil de jeunes filles issues de familles protestantes, mais qui à terme devaient ressortir bien catholiques. Donc ça, c'est à partir des années 1700, ça fait partie du panel d'actions utilisées au XVIIIe siècle pour réduire le groupe protestant. Et alors, est-ce qu'ils étaient tous dans la même situation à ce moment-là, les protestants? Bah, ça dépend déjà un peu au cours du XVIIIe siècle, il y a des périodes plus ou moins tolérantes. Géographiquement parlant, on reste bien à part le cas de l'Alsace, parce que l'Alsace est devenue très tardivement française au XVIIe siècle. Et là, en fait, sont maintenues la situation du serment.
la configuration du Saint-Empire romain germanique, donc toujours présence de culte luthérien, culte réformé, avec une originalité, c'est que par contre, au cours du XVIIIe siècle, va se développer une bizarrerie qui existe encore dans le droit alsacien-lorrain, c'est le principe du simultanéum, c'est-à-dire le fait que des lieux de culte soient partagés entre plusieurs confessions, entre catholiques et protestants, avec des heures fixes pour Hein. la célébration du culte protestant et de la messe catholique, avec des bisbilles sur qui doit passer le premier. J'ai trouvé comme ça des documents assez cocasses où les protestants râlaient de passer après la messe catholique parce que ça sentait l'encens dans le lieu de culte. Donc, ils n'aimaient pas cette odeur-là. Donc l'Alsace, c'est vraiment à part. Après, selon la configuration, selon les régions, en zone rurale où vous aviez une majorité de protestants, en fait, c'est un peu un phénomène de persistance avec des cultes familiaux, lecture de la Bible au foyer, etc. Culte au désert, donc culte au désert, c'est-à-dire des cultes dans des lieux un peu retirés, à l'écart des bourgs, donc avec célébration en plein air. Donc c'est ça qui va se transformer ensuite en lieu mémoriel au XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans les Cévennes. Et ensuite, vous aviez des situations un peu à part, notamment pour les élites sociales ou les élites négociantes qui avaient les moyens de faire quelques déplacements, parce qu'il y avait toujours possibilité d'avoir, pour certains d'entre eux, d'avoir un état civil, si on faisait célébrer son mariage, par exemple dans les chapelles des nations étrangères protestantes qui étaient présentes à Paris. Ah Euh, oui, d'accord. donc, par Ouais. exemple, la chapelle de Hollande, quand on regarde les registres de mariage de la chapelle de Hollande au XVIIIe siècle, on peut retrouver un certain nombre de notables protestants qui viennent faire célébrer leur mariage là, tout simplement parce que dans la mesure où ils ne souhaitent pas, enfin, pour ceux qui persistent dans leur foi et qui ne veulent pas recourir au ministère d'un prêtre catholique, ça pose plein de problèmes juridiques derrière. C'est-à-dire que vos enfants sont des bâtards, donc ils n'héritent pas. Et pour le décès, ça peut être aussi problématique ensuite pour avoir un lieu décent d'inhumation. Et en sachant que c'est vraiment au XVIIIe siècle que va se développer, alors au départ, c'est plus imposé une pratique clandestine, c'est ce on va appeler ensuite les cimetières familiaux. Donc les cimetières privés protestants, le fait d'être enterré chez soi, dans un de ses champs, au fond du jardin, voire au fond de enfin c'est ce qui est dit pour les chartrons, hein. Donc au fond des tonnelleries des chartrons, c'est des pratiques ça liées au XVIIIe siècle. Et c'est autorisé alors? C'est dans la mesure où ils n'ont pas le droit d'être enterrés dans les cimetières catholiques, c'est toléré. D'accord. Et tu me parlais l'autre jour des cimetières ménonites que tu avais trouvés en Alsace. Ben, cimetière ménonite, c'est le même type, c'est souvent des cimetières familiaux qui datent voilà, de ces époques-là, 17e, 18e. Alors en sachant qu'en Alsace, c'est la seule, enfin de ce que j'avais trouvé, enfin plus en Lorraine, j'ai moins étudié l'Alsace, mais en Lorraine, c'était pratiquement les seuls cas de cimetières familiaux que je trouvais dans les communautés protestantes. Alors que dans d'autres régions, c'est des pratiques qui peuvent être très développées. Typiquement, bon, dans les Cévennes, c'est assez connu, la Drôme également, un petit peu la Charente-Maritime dans la presqu'île d'Arvers, ou le Poitou, où c'est des choses qui se mettent en place au XVIIIe siècle. Alors, certaines communautés réussissent à obtenir des cimetières protestants à la toute fin du XVIIIe siècle, souvent par des moyens détournés au départ, c'est des cimetières pour les religionnaires étrangers. Par exemple, dans certains petits ports de la façade atlantique, typiquement Saint-Martin-de-Ré, il y Oui. avait un petit cimetière pour les protestants des nations de la Baltique qui mouraient, enfin Baltique ou anglais, qui D'accord. mouraient à Saint-Martin-de-Ré, et de fil en aiguille, ça servait aussi Ah, pour les protestants du cru. ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et alors, si on avance un petit peu vers la Révolution française, quelle a été l'attitude des protestants? C'est globalement, dans un premier temps, ils sont enthousiastes, hein, comme la plupart, enfin la majorité des Français, en ayant à l'esprit qu'il y a quelques mesures qui font que la situation a commencé à changer pour eux juste avant la Révolution, avec ce qu'on appelait l'édit dit de tolérance de 1787, qui leur redonnait un état civil. Donc déjà, ils n'avaient plus le problème de comment faire pour hériter pour les enfants. Mais en revanche, il n'y avait toujours pas liberté de culte.
Et ça, c'est quelque chose qui va être mis en place notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais quand on regarde attentivement l'article dans lequel est prévue justement cette liberté-là, c'est dans une incise de l'article. Donc c'est un droit qui est reconnu, mais c'est encore un peu du bout des lèvres, en sachant que la première formulation de cet article qui accorde donc la liberté d'opinion, y compris religieuse. C'est ça l'incise, c'est le y compris religieuse. La première formulation qui avait été faite, c'était par un pasteur protestant qui était député du tiers euh, lors des États généraux. Et c'est pas donc c'est une formulation plus ouverte. Et c'est pas cette formulation ouverte qui a été retenue, c'est cette formulation déjà un peu plus limitative. Et en sachant qu'ensuite, on va les retrouver un peu des deux côtés, enfin à la fois du côté de la montagne et de la terreur, et aussi du côté des victimes de la terreur à partir de 1793. C'est-à-dire que parmi les victimes de la terreur les plus connues, vous avez le père d'un futur ministre, le père de Guizot, donc ce qui fait qu'il a un rapport un peu compliqué à la Oui, oui, Révolution oui. française. Fameuse loi Guizot, oui, oui. Et à côté de ça, vous avez également c'est plus des dommages collatéraux, si j'ose dire. Mais lorsqu'il y a suspension générale du culte catholique en 1773-94, souvent sont mis dans la même galère le culte protestant qui est invité également à remettre les objets du culte, l'argenterie, notamment enfin, ce qui sert à la célébration de la scène, comme doivent le remettre également les paroisses catholiques dans une espèce D'accord, donc d'effort. il y a aussi ah oui, oui, une confiscation alors Voilà, pour les une protestants. confiscation et une suspension du culte. C'est-à-dire que pour les villes où on réussit, enfin les communautés pour lesquelles on réussit à documenter, souvent tous les registres s'interrompent en 93-94 et ça reprend timidement sous le directoire après la séparation de l'Église et de l'État, où là on réussit à deviner que ça fonctionne, parce que les protestants sont par contre très légalistes, c'est-à-dire il y avait des serments à prêter de respect en gros du régime, pour faire très vite, et de haine de la royauté notamment, pour pouvoir célébrer le culte. Et les pasteurs ou les laïcs, hein, les anciens des paroisses, enfin des églises, euh, scrupuleusement, enfin dans les communautés où j'ai pu retrouver les registres, vont faire la déclaration après l'agent municipal pour dire que on va célébrer le culte avec tel acteur, avec tel pasteur, et qu'ils se mettent bien en conformité. Donc on peut réussir à reconstituer la réorganisation des églises réformées comme ça. Souvent, ça peut commencer à partir de 1795, 96. Ça dépend des coins, et puis ça dépend aussi parfois de l'attitude des pasteurs pendant la Révolution, parce que certains sont allés très loin dans le zèle révolutionnaire et renoncent à la carrière pastorale ensuite. Il y en a quelques-uns qui réintègrent le rang des pasteurs, mais il y en a quelques-uns qui deviennent de purs laïcs, de purs notables, et qui, après la Révolution, cessent complètement leurs activités pastorales. Mais est-ce que pendant les prêches, ils pouvaient tenir des propos, disons, qu'on appellerait de nos jours politiques? Ah oui, mais c'est ça qui était paradoxal. Ça a été très étudié par une collègue qui s'appelle Céline Borello, qui est maintenant qui est professeure à l'Université du Maine, qui a étudié comme ça tous les sermons, enfin, les sermons qu'elle a réussi à retrouver, hein, parce qu'il faut déjà les retrouver, sermons imprimés, sermons manuscrits, pour la période en gros, fin 18e, premier tiers 19e siècle. Alors globalement, même au moment des pires persécutions, le loyalisme protestant à l'égard du souverain euh, ne fait aucun doute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à la révolte, à l'insoumission, etc. Et avec un certain nombre de sermons qui applaudissent aussi, qui applaudissent à la Révolution. Il y en avait un qui, alors je me souviens plus du texte exact, mais qui commençait «La nuit est passée, le jour est venu». Donc c'était le texte du serment et c'était un commentaire à chaud la nuit est passée, le jour est venu, c'était la Révolution française. Donc, et c'était un pasteur qui était du côté, enfin, qui était à Presqu'île d'Arvers. Son frère était également pasteur à Bordeaux et ils ont fait preuve d'un très grand zèle politico-religieux au début de la Révolution française. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et alors ensuite, à propos du fameux système des cultes reconnus qui apparaît donc au 19e siècle, comment ça va se traduire pour les protestants? Alors, ce système des cultes reconnus, en fait, Tu peux l'expliquer d'ailleurs, oui.
Je reviens sur, parce que c'est une originalité française, c'est qu'il y a plusieurs cultes reconnus reconnus, protégés et financés par l'État. Et ça, c'est vraiment, enfin, cette pluralité de cultes reconnus et financés par l'État au sein d'un même État, espace territorial, etc., c'est vraiment une originalité française au XIXe siècle. Donc souvent, on parle de système concordataire, mais c'est un peu abusif parce que le concordat, c'est le texte qui règle uniquement les relations entre le pouvoir civil français et le Saint-Siège pour l'Église catholique. Mais à côté du Concordat proprement dit, il y avait tout un ensemble, donc c'est ce qui avait été signé par le pape, il y avait tout un ensemble d'articles organiques. Alors, c'est des articles de police, on va dire, administratifs pour faire très vite. Alors, il y en avait certains qui concernaient les catholiques, exclusivement les catholiques. Alors, ceux-là n'avaient pas été approuvés par le pape et ça l'avait agacé prodigieusement de voir que dans le texte de la loi, qui promulguait le Concordat, il y avait ces articles organiques qui avaient été rajoutés concernant les catholiques, mais il y avait tout un ensemble d'articles organiques également qui concernaient l'organisation du culte réformé et du culte luthérien en France. Ce qui fait qu'à partir de là, il y a une reconnaissance légale des églises, très rapidement un financement des pasteurs par l'État, et très rapidement, ils bénéficient aussi de tout le système des cultes reconnus, c'est-à-dire normalement, il y a obligation pour les communes soit de trouver, alors c'est pas trop le cas pour les pasteurs protestants, ou de trouver un presbytère pour loger le pasteur, ou de verser une indemnité de logement pour le pasteur. Alors, il y a souvent des bisbilles pour savoir combien chaque commune doit participer pour payer un pasteur qui dessert plusieurs communes. Ça fait partie des dossiers un peu épineux au XIXe siècle. À partir des années 1818, il y a une ligne budgétaire prévue de manière régulière et récurrente au budget des cultes pour financer les constructions des temples protestants. Alors, c'est au Et niveau avant même national? cela, Pardon, c'est au niveau national? et au niveau national. Donc c'est sous la 1810. Restauration qui n'est pas le régime le plus connu pour être le plus favorable au protestantisme, hein. C'était celui qui reconnaît la Restauration entre 1814 et 1830. C'est le régime qui remet le catholicisme comme religion de l'État. Mais à côté de cela, c'est le régime aussi qui prévoit de manière récurrente le financement de la construction des lieux de culte protestants. Et Et, en euh, sachant, et pour les Juifs? et pour les Juifs, ça va. Alors, il y a même mesure de contrôle et de surveillance dès le Premier Empire, dès 1808. Alors, il y a certaines des mesures qui sont connues dans l'historiographie sous le nom de décrets infâmes, parce que c'était des mesures extrêmement vexatoires notamment sur les métiers exercés, sur les dettes envers les Juifs qui n'étaient pas vraiment des. Enfin, on pouvait ne pas payer ses dettes envers des juifs, etc. Et puis des mesures limitatives sur la mobilité. Mais les juifs vont bénéficier d'une même reconnaissance et financement à partir des années 1830. Oui. En sachant qu'il y a déjà une organisation, une surveillance avant 1830 pour les communautés israélites. Mais les premiers à vraiment bénéficier, c'est les réformés et les luthériens, qui également bénéficient de facultés de théologie financées par l'État. Sous le Premier Empire, elles sont à Montauban et à Genève, et ensuite, ça sera Montauban et Strasbourg, Oui. une fois que Genève ne sera plus français. Une fois que une fois que Strasbourg ne sera plus français, il y a une faculté de théologie protestante qui va être créée et financée par l'État à Paris à partir des années 1870. Donc il y a en fait une reconnaissance complète du culte protestant. Et du fait de cette reconnaissance du culte protestant, ça va enchaîner tout un ensemble d'autres dispositions pour qu'il y ait une égalité de reconnaissance dans d'autres domaines dans lesquels les églises sont traditionnellement assez actives, typiquement l'éducation et la charité. Et alors justement, est-ce que les relations entre catholiques et protestants sont apaisées ou au contraire, est-ce qu'il y a de plus en plus d'animosité envers les protestants? Alors, ça dépend des époques, ça dépend des Région? régimes et des régions. Globalement, on peut parler d'une émulation, concurrence entre les deux cultes sur beaucoup d'aspects, alors avec parfois pas mal de polémiques par brochure interposée, hein. C'est-à-dire qu'il y a une énorme production de brochures, de polémiques religieuses
entre catholiques et protestants, alors parfois sur toujours les mêmes argumentaires, enfin, les pamphlets protestants contre le culte des saints, le culte de la Vierge, il y en a beaucoup au XIXe siècle. Ça a été très étudié une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Michel Saquin. Elle avait fait sa thèse d'état sur toute cette controverse catholique-protestant au XIXe siècle, avec un discours catholique en fait, qui ne bouge pas beaucoup par rapport à ce qui se disait au XVIIe siècle, à l'époque de la controverse, à l'époque de Bossuet, hein. Donc, toujours un discours anti-protestant assez pugnace. Mais au quotidien, coexistence, émulation souvent, rivalité. Typiquement, quand on raisonne à l'échelle communale, c'est vrai que ça représente un coût, cette reconnaissance à part égale de plusieurs cultes. C'est-à-dire que typiquement, bah, déjà, il fallait financer et réparer à la fois l'église et le temple. Donc déjà, ça peut coûter cher pour les petites communes. Ensuite, euh, quand l'éducation va se développer, notamment à travers la loi Guizot dont on a parlé tout à l'heure, il va y avoir à la fois des écoles protestantes et catholiques qui peuvent être financées par les communes, ou du moins subventionnées par les communes, et en sachant qu'à l'époque, il y a forcément, enfin, il y a de fortes recommandations pédagogiques à la séparation genrée des enfants. Donc, ça implique qu'il y ait au moins 4 écoles dans certaines communes rurales. L'école pour les petites filles protestantes, pour les petites filles catholiques, l'école pour les petites filles, pour les petits garçons protestants et les petits garçons catholiques. Donc, il y a une vraie rivalité dans tous ces domaines-là. Oui. Et alors, est-ce que au 19e siècle, les communautés sont très différentes de celles qu'on va voir au 20e siècle? Est-ce que les dénominations fonctionnent pareil? Comment se fait la transition vers le 20e, vers notre époque, en fait? Bah, disons qu'au le 19e siècle, alors massivement en France, ce qui reste dominant, c'est toujours l'Église réformée, enfin l'Église qu'on pourrait qualifier de calviniste. Enfin, c'est comme ça que parfois ils étaient désignés dans les recensements et parfois les protestants ne se reconnaissaient pas dans ce terme-là parce que ce n'était pas celui qu'ils utilisaient eux-mêmes pour se désigner. Donc majoritairement, ça reste de l'Église réformée. Pour autant, alors c'est parfois compliqué à gérer pour l'État ou les municipalités lorsqu'ils ont ça sur les territoires communaux, et ce sont plutôt eux qui ont souvent le plus de problèmes pour l'exercice libre de leur culte. C'est tous les autres groupes protestants qui commencent à se développer en France, typiquement les communautés baptistes, Oui, les où baptistes. il peut y avoir les communautés les plus importantes, c'est plutôt dans le nord de la France, notamment dans l'Aisne, etc., où régulièrement il y a des entraves à la liberté de culte, la liberté d'expression pour ces groupes-là. Et il y a des régions, alors fortement protestantes, mais qui, du fait des divisions internes au protestantisme réformé, il y a d'autres groupes qui s'implantent, se développent. Alors quand on commence à examiner l'histoire religieuse des protestants du Gard ou des Cévennes globalement, quand on n'est pas du coin, c'est un enfer pour s'y retrouver parce que vous avez à la fois des communautés quakers, des communautés méthodistes, mais enfin des méthodistes sur le modèle anglo-saxon, hein. Ce n'est pas une étiquette pour désigner ceux qui sont de sensibilité évangélique ou orthodoxe, des vrais groupes méthodistes. Les traditionnels méthodistes, oui, Voilà. oui. Et puis même avec parfois des isolats, enfin des petits groupes d'arbistes qui se développent. Alors, il faut que tu expliques un tout petit peu les groupes d'arbistes, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Ah, les groupes d'arbistes, ça pour le coup, alors moi j'ai très Il y peu en a beaucoup étudié dans le là-dessus. Lot-et-Garonne, hein, oui. Il y en a un petit Lot-et-Garonne dans le Béarn. En fait, Même à Bordeaux, hein, même à Bordeaux, il y en a. c'est des groupes De nos extrêmement jours. radicaux dans leur choix. C'est-à-dire que ça va au-delà alors, c'est des groupes créés par John Nelson Darby, qui était une figure du 19e siècle, mais qui est pour une simplification à la fois du culte. Il n'y en a plus de Il culte. y en a quasiment plus. Ça peut être de la prière silencieuse. Il n'y a pas forcément de prédication. Alors, certes, on se réunit, mais voilà, et avec également pratiquement une gouvernance qui ne s'affiche pas vraiment. Enfin, il n'y a pas, on trouve très peu d'archives pour savoir comment les communautés fonctionnent parce qu'il n'y a pas d'institutionnalisation de ces groupes. Donc, c'est des groupes qui sont parfois difficiles à repérer, à identifier parce que, ils laissent très peu de traces archivistiquement parlant. Et en sachant qu'il y a certains groupes, alors qui parfois, quand on prend les documents du 19e siècle, ont un statut un peu à part, c'est l'armée du salut.
l'armée du salut, d'origine anglo-saxonne. Dans un premier temps, l'arrivée en France de l'armée du salut, fin des années 1870, années 1880, ça ne se passe pas forcément très bien pour eux. Et donc, ils sont euh, perçus comme un groupe un peu à part. Euh, Parfois, ils ont des relations très compliquées, y compris avec l'Église réformée de France. Enfin, j'ai trouvé des articles qui disent, en gros, que ce qu'il y a de bon dans l'armée du salut n'est pas neuf et ce qui est neuf n'est pas bon. Donc, parce que notamment le rôle donné aux femmes dans l'organisation de l'armée du salut, c'est des choses qui détonnent un petit peu. Le fait que des femmes aillent récupérer des hommes alcoolisés dans les bars pour leur dire d'arrêter de boire, etc. Enfin, c'est une présence dans l'espace public qui tranche avec le reste de la communauté protestante. Et ce qui fait qu'au début, c'est vraiment un groupe en marche. Et avec ça, eux, pour le coup, une présence plutôt urbaine, mais aussi parfois ils peuvent avoir des stations en milieu rural. Donc vraiment une diversification et certaines régions aussi qui connaissent un développement protestant du fait d'un tourisme étranger, d'un tourisme notamment anglo-saxon. La relance du protestantisme à Pau, c'est en partie lié au thermalisme pyrénéen, enfin au pyrénéisme. J'ai un étudiant qui avait, enfin, participé à un jury de thèse d'un étudiant de l'EPHE, Laurie Larvent, qui a étudié le mouvement laïque intérieur dans le Nord. Et ce sont des variétés de baptistes qui ont beaucoup travaillé au fin 19e et jusqu'à 20e, hein, dans le milieu ouvrier. Et c'est tout à fait intéressant. Et enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je lise son travail. Ça s'appelle le mouvement laïque intérieur. Et le nom ne donne pas à Mm. penser que c'est un mouvement protestant, mais c'est aussi des mouvements protestants de type très ouvrier Mm. et évangélique. Mm. Mhm. Oui, en sachant que le 19e siècle, c'est aussi le grand siècle des œuvres protestantes françaises, avec un zèle tous azimuts, notamment dans un certain nombre d'œuvres pour lequel il y a des inquiétudes face au développement d'œuvres analogues côté catholique. C'est-à-dire, par exemple, les asiles de vieillards, donc l'accueil des personnes âgées. Il faut avoir à l'esprit qu'en face, la structure qui se développe énormément au 19e siècle, c'est les petites sœurs des pauvres, Oui. donc très catholique. Donc la crainte d'une conversion à l'article de la mort fait que des structures analogues se développent côté protestant. Vous aviez l'asile des vieillards protestants à Bordeaux qui était assez connu à une époque. Il y a d'autres structures de ce type. Pareil pour l'accueil de l'enfance. Pas mal de structures type orphelinat, voire même structures type maison de correction où vous aviez ce qu'on appelait les colonies pénitentiaires agricoles. Ah oui? La plus connue, c'est la colonie de Maitray dans laquelle est passé Jean Genet au XXe siècle. Et où ça m'extrait? C'est où? Maitray, je crois que c'est du côté de Tours, de mémoire. Ça, c'est catholique, enfin, c'était d'inspiration catholique. Il y en avait plein de côté catholique. Mais il y a eu la même chose qui a été développée côté français. C'est pour, en fait, pour tous les garçons qui ont eu, mineurs, qui ont eu un problème à un moment donné ou l'autre avec la justice. Et il y a le même type de structure qui a été développée à Sainte-Foy-la-Grande, une colonie agricole qui a existé avec ce public-là jusqu'au début du XXe siècle et qui était né dans les années 1830-40, dans ce contexte à la fois d'effervescence d'œuvres sociales et de concurrence avec les catholiques et de méfiance aussi à l'égard des catholiques. Oui, c'est incroyable. Oui, j'apprends complètement. Je ne savais pas qu'il y avait des colonies comme ça, Alors, catholiques. le terme colonie est trompeur, hein, c'est vraiment pas une colonie de vacances, hein. Non, oui, oui, non, non. Mais c'est pas du tout à ce sens-là que je l'entendais, hein, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait eu ça. Oui, oui, c'est incroyable, oui, oui. Et alors, du fait justement là, de cette concurrence entre les catholiques et les protestants, y compris même pour gérer tous les petits-enfants et les vieillards, tu m'avais dit que le 19e siècle a été présenté comme un second âge confessionnel dans le monde germanique. Alors, est-ce qu'on peut appeler également la situation, enfin, est-ce qu'on peut appliquer ce terme à la situation française des protestants? Disons que cette hypothèse de confessionnalisation de la société, ça marche bien dans les territoires ils sont, euh, où ils sont à peu près à poids égal. Typiquement, Pas chez nous, quoi. Pas chez nous. la presqu'île d'Arvers, ça marche, enfin, c'est un C'est tout micro-territoire, petit quand même. c'est tout petit, mais ça marche très bien. Arvers en Gironde? Non, non, Arvers, la presqu'île d'Arvers, c'est la région, en En fait, c'est Charente? entre la Trembla des Royans, les deux Ah, grands d'accord, pôles, d'accord, d'accord, Trembla et d'accord. Royan.
D'accord. Alors le problème, c'est que archivistiquement, c'était un peu sinistré du fait des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, donc il manque pas mal d'archives. Mais de ce qui transparaît dans le reste des archives, il y a vraiment cette concurrence-émulation dans tous les domaines, à la fois sur les constructions de lieux de culte, sur les constructions mises en place d'écoles, à la fois écoles pour le peuple, écoles pour les élites. euh, Mise en place aussi assez originale, enfin des régimes de coexistence un peu originales au niveau des espaces funéraires. C'est qu'on ne sait pas trop, mais en fait, à la suite de la loi de Germinal-Landis, celle qui met en place ce système des cultes reconnus, peu de temps après, il y a une autre grande loi qui organise les cimetières, une loi de Prairial en 12, et qui prévoit que là où il y a plusieurs cultes établis, il y ait des lieux de culte, des lieux de sépulture distincts pour les communautés présentes. Et donc ça implique que dans certains coins, il va y avoir à la fois un cimetière pour les catholiques et un cimetière pour les protestants. Et donc la mise en œuvre de cette législation peut poser parfois plus ou moins de problèmes, notamment dans les régions où il n'y a pas du tout ou très peu de protestants. Donc pour qu'ils aient un espace digne d'inhumation, c'est parfois pas évident parce que dans certains coins, les curés auraient tendance à les faire enterrer dans le coin dit maudit du cimetière, c'est-à-dire que le coin non consacrés du cimetière, là où on enterre à la fois les enfants morts sans baptême, des suicidés, etc., etc. Donc, la mise en place de ces lieux de sépulture, c'est aussi un des enjeux dans cette confessionnalisation de la France au 19e siècle. Il y a des régions, en fait, Bordeaux, pour ça, c'est un très beau cas de figure, parce qu'il y a à la fois la Chartreuse, c'est le cimetière catholique, il y avait le cimetière protestant de la rue judaïque, qui est Oui. un enfin, qui était un cimetière consistorial privé. Il existe encore, Il enfin. existe toujours, hein, mais dans la mesure où ça n'était un cimetière consistorial privé, ça pose problème pour les agrandissements. C'est-à-dire que les seuls qui peuvent être agrandis sans difficulté, c'est les cimetières publics. Là, dans la mesure où c'est resté propriété privée, c'est délicat. Et il y avait également, alors il y en a eu plusieurs au cours du XIXe siècle, enfin il y en a plusieurs plus ou moins anciens, les cimetières juifs à Ah oui, Bordeaux. oui, oui, toujours à Bordeaux d'ailleurs. Et le cimetière protestant d'ailleurs à rue Judaïque, il n'est pas loin des Petites Sœurs des Pauvres d'ailleurs. Oui, oui, non, mais c'est bon. Souvent, les cimetières sont un peu mis à l'extérieur, mais certaines grandes villes en France avaient comme ça fait le choix d'un cimetière protestant distinct. Typiquement, l'un des plus connus, c'est celui de Nîmes, mais il y a d'autres régions où c'est d'autres choix qui ont été faits, où c'est un cimetière commun mais séparé, avec un mur, et ensuite on fait sauter le mur lorsque les cimetières sont laïcisés. Et cette laïcisation n'est pas forcément évidente, hein. Non, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes problèmes de nos jours avec les fameux carrés musulmans, où Ah les oui. musulmans veulent absolument pas être enterrés avec les chrétiens ou les laïcs, enfin, ou les gens qui n'ont pas de religion et exigent, enfin, demandent d'avoir des espaces spécifiques dans les cimetières publics, oui. Et alors, justement, tu as prononcé le mot là, de laïque. Comment, au 19e siècle, justement, les protestants voient justement disons, l'évolution de la société française vers la laïcité, la fameuse laïcité. On a eu un entretien avec Jean-Pierre Moisset sur l'histoire de la laïcité, mais comment est-ce que les protestants, eux, se sont positionnés vis-à-vis de cette question? Alors là, c'est les protestants et clairement pas l'Église protestante qui se prononce. En fait, on retrouve pas mal de protestants effectivement dans les structures proches de l'idée laïque ou Mhm. favorables à l'idée laïque, notamment sous la Troisième République. Le cas le plus connu, c'est le domaine de l'instruction publique, où là, c'est très net dans le ministère de Jules Ferry, ou dans l'administration à l'époque de Jules Ferry. Il y avait des protestants un peu partout. Le plus puissant, d'une certaine manière, c'était le directeur général, alors je ne sais plus si c'est le titre exact, mais directeur général de l'enseignement primaire, Ferdinand Buisson, qui avait fait des études de théologie à l'époque, qui se rangeait par contre du côté dans un protestantisme franchement libéral qui flirte parfois avec la libre pensée. C'est qu'on le retrouve à la fois comme protestant et libre penseur. Donc, on réussit à concilier les deux idées. Et donc, sur la laïcisation de l'enseignement primaire, ils ont souvent été partie prenante très favorable à cette idée, avec des nuances néanmoins quand on commence à l'observer au ras du sol, parce que notamment pour la laïcisation des écoles.
des écoles primaires de petites filles. Parce que dans un certain nombre de communes, euh, quand on dit laïciser, c'est-à-dire que ça permet de faire sauter une des deux écoles, l'école catholique et et la plus fragile qui saute, souvent, c'est l'école protestante. Et dans certains cas, paradoxalement, alors qu'il y a une laïcisation de l'enseignement, va subsister plus longtemps l'école communale de filles tenue par des religieuses. Parce que Catholique. juste, ça s'explique avant tout pour des raisons de ressources humaines. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'accommodements pour la laïcité de l'enseignement primaire des petites filles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le vivier suffisant d'institutrices laïques pour remplacer les institutrices congréanistes. Donc j'avais trouvé comme ça des plaintes de certaines églises vendéennes, des églises protestantes vendéennes, qui s'étaient retrouvées dans cette configuration-là, que du fait de la laïcité, il perdait le bénéfice de l'école publique protestante et ne restait présent qu'une école publique congréaniste. Et donc, s'ils voulaient éviter que leur petite fille soit élevée par des institutrices congréanistes, il fallait recourir à une école privée d'initiative protestante, mais privée, quoi. Donc, c'était un peu paradoxal. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et alors, justement, ensuite, comment se sont que- comment se sentent-ils les protestants? Est-ce qu'ils se sentaient donc vraiment très maltraités ou est-ce qu'ils se sentaient finalement assez bien intégrés à la société? Bah, là aussi, ça dépend des régimes. Sous le Second Empire, par exemple, au début du Second Empire, il y avait une grande méfiance du pouvoir à l'égard des protestants, bon, qui a multiplié les signes aussi assez favorables aux protestants. Enfin, moi, j'ai trouvé des configurations où, sous le Second Empire, par exemple, le financement des lieux de culte protestants, de certains lieux de culte, c'était un taux de financement par l'État qui était énorme, du genre 60 ou 70% pris en charge par l'État. Le reste relevant de l'argent de la commune et de l'argent de la paroisse protestante. Donc, il y a parfois des signes favorables comme ça. Il y a eu une époque qui a été très mal vécue par les protestants. C'est l'époque dite de l'ordre moral au tout début de la Troisième République, c'est la petite période 1873-77, où il y a des tentatives de restauration de la monarchie. Enfin, c'est le président de la République qui avait été choisi, le Patrice de MacMahon avait été choisi parce qu'il était monarchiste et qu'il devait préparer l'arrivée de la monarchie. Et donc, il y a eu à ce moment-là pas mal de surveillance et de signes hostiles à l'égard des pasteurs, notamment des pasteurs, qui les ont fait encore plus basculer dans le camp républicain par la suite. Et donc, par contre, sous la Troisième République républicaine, à partir des années 1880-90, même s'ils s'opposent enfin, à un laïcisme d'État, c'est-à-dire que c'est plutôt la laïcité ouverte telle que l'a proposée au départ Jules Ferry qui leur plaît, ils sont quand même plutôt contents du régime, à tel point que certains, alors, ils étaient optimistes, candides. Enfin, avec le recul, on a du mal à interpréter leurs espoirs, mais espérer une conversion de la France au protestantisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'œuvres d'évangélisation protestante qui se sont mises en place dans les années 1880-90, typiquement des œuvres d'évangélisation ouvrière, alors avec parfois une dimension sociale, comme celle que tu évoquais tout à l'heure, dans le Nord, avec des mouvements aussi de lutte de ligue anti-alcoolique qui allaient avec, mais également dans des coins de France rurale où il y a plein d'œuvres d'évangélisation qui ont émergé dans les années 1880-90, dans l'espoir aussi enfin, d'un passage à l'évangile de la France. Donc il y a eu cet espoir-là, alors pas très longtemps, hein, mais pendant une dizaine d'années, avant la séparation des églises et de l'État, il y a eu beaucoup d'œuvres d'évangélisation non financées par l'État pour la mise en place nouveaux temples, de nouveaux postes d'évangélistes, voire parfois même d'écoles protestantes. Donc, euh, donc ils étaient plutôt contents. D'accord. Et alors justement, quand vient la séparation, donc 1905, puisque on approche de la conclusion de ta présentation, on avait beaucoup dit, on en avait parlé avec Jean-Pierre Moissé, on avait beaucoup vu les protestants derrière le fameux vote hein, de séparation, pour la séparation, mais Jean-Pierre Moissé nous avait longuement expliqué qu'en fait, eh bien, au Parlement, les protestants représentaient qu'une infime minorité, et donc que c'était en réalité beaucoup de catholiques qui avaient permis le passage de la loi. Alors, qu'en est-il? Quelle a été la participation des protestants au débat? Et ensuite, est-ce qu'on sait exactement comment ils ont voté?
Bah, au départ, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de protestants et des assemblées protestantes sur les premières versions des projets, notamment ceux d'Émile Combes, qui interdisaient toute organisation qui dépassait le cadre départemental. Donc en fait, il visait, enfin, dans l'esprit de Combes, c'était une mesure hostile à l'Église catholique pour éviter qu'il y ait une organisation nationale de l'épiscopat, sauf que c'est le genre de dispositif qui, pour des groupes ultra minoritaires comme l'Église protestante, où il y avait parfois des consistoires ou des synodes régionaux qui forcément dépassaient le cadre départemental, ça leur bloquait tout leur fonctionnement institutionnel standard. Donc, ils sont transformés en groupe de pression eux aussi en envoyant des pétitions auprès des députés de leur circonscription pour que ce type de dispositif ne figure pas dans la loi définitive. Donc, ce qui a été le cas, il y a possibilité d'organisation à l'échelle nationale dans le cadre de la loi. Et vous avez un certain nombre il y a quand même un certain nombre de députés protestants qui ont pris part au vote de la loi. Alors, il y a parfois quelques contre-exemples, hein. Il y a alors j'ai plus le nom en tête, mais il y avait un député protestant de la Dordogne qui avait voté contre, Clamant, je crois, qui avait voté contre la loi de séparation. Et c'est un peu le contre-exemple. Ils ont tous plutôt voté la loi. Et parfois, certains ont été des acteurs bien partie prenante. C'est-à-dire dans ceux qui ont mené les débats à la Chambre des députés, il y avait notamment Eugène Réveillot, qui était le député de Saint-Jean-d'Angély, qui est typique de aussi de ces élites protestantes un peu bizarres, enfin bizarres, un peu inattendues, parce que c'est quelqu'un qui était un converti tardif, enfin à l'âge d'homme, converti au protestantisme, qui était également devenu franc-maçon, alors franc-maçon plus ou moins en sommeil selon les époques, mais franc-maçon aussi, qui, au moment de la loi de séparation, siège également, alors j'ai plus le nom de l'instance en tête, mais qui siège au Conseil du Grand Orient de France, mais qui était aussi un des chefs de file de la sensibilité évangélique au sein de l'Église réformée de France et qui est présent dans énormément d'œuvres d'évangélisation protestante de la fin du XIXe siècle. Donc des personnes, un personnage un peu atypique, à la fois politiquement radical, enfin, il se retrouvait plutôt dans les bancs du groupe radical, et à côté de cela, franc-maçon, mais protestant de sensibilité évangélique. Donc, un visage un peu singulier. Il y a eu d'ailleurs, il me semble, tout au long de leur histoire, hein, beaucoup de liens entre les francs-maçons et les protestants français. Je me souviens d'avoir visité le musée du protestantisme dans le désert, dans le Tarn, Oui, vers les Ferrières. Hautes-Cévennes, voilà. Et il y avait toute une vitrine qui était sur les francs-maçons. Enfin, la franc-maçonnerie avec les tabliers, tout un tas d'objets, en expliquant bien qu'ils avaient la même lutte pour les Lumières, la fin de l'oppression des papistes, etc., etc. Oui, oui, ça c'est tout à fait intéressant. Alors ça, Bon, mais ça comment? dépend aussi des régions hein, pour la franc-maçonnerie. Mais c'est vrai que par exemple, pour le Grand Orient, on finira là-dessus, sur le Grand Orient de France, le Grand Orient de France supprime la référence au grand architecte de l'univers dans ses constitutions en 1877, donc ce qui va le mettre en bisbille avec toutes les autres organisations maçonniques à l'échelle internationale qui, elles, enfin, beaucoup notamment dans le domaine anglo-saxon, restent déistes. Ce n'est pas le cas français. Et le personnage qui était à la manœuvre de cet abandon de la référence au grand architecte de l'univers, c'est un ancien pasteur du Gard. Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui, oui. Très bien. Alors écoute, je te remercie infiniment, mais je pense qu'il va y avoir des questions parce que c'était passionnant. J'ai appris plein de choses, donc je te remercie. Alors, avez-vous des questions? Et si vous avez des questions, vous levez la main ou vous faites signe. Réagir. Voilà, Thibaut, un ancien du master. Voilà, allez-y, Thibaut. Bonjour Bernadette, bonjour Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venu, alors je saute sur l'occasion d'être là pour poser une question. La question que j'ai, c'est que bon moi déjà j'ai appris plein de choses hein, malgré les cours hein, que j'avais suivis à l'époque. J'ai appris plein de choses nouvelles aujourd'hui, j'ai pris plein de notes, merci beaucoup. La question, c'est que j'ai bien compris que vous n'étiez pas spécialiste enfin vous étiez pas spécialiste, vous étiez spécialiste du 19e. Mais vous avez su nous parler du 15, 16, 17. Hein. Et j'avais des questions moi, plutôt sur 20, dernière moitié du 20e et le premier quart 21e, là, plutôt notre actualité. Et savoir si dans les grandes lignes,
vous suiviez un petit peu à quoi ressemblent les protestantismes aujourd'hui en France, quelles formes aujourd'hui sont présentes sur le territoire, géographiquement, démographiquement, alors tant sur le côté ethnique mais que social. Ethnique, j'entends plutôt origine de pays, hein, États-Unis, Angleterre, Afrique, voilà, Amérique du Sud. Et puis voilà, c'était tout pour ma question. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre en disant pas trop de bêtises, en sachant que c'est le genre de... bon, aujourd'hui, on n'a plus de recensement confessionnel, donc c'est un peu compliqué pour connaître exactement les données. Alors récemment, il y a eu une enquête qui a été faite, qui a été longuement commentée dans les médias protestants, qui montre en fait un recul du protestantisme qu'on qualifie d'historique, c'est-à-dire le plus anciennement présent en France, c'est-à-dire le protestantisme luthéro-réformé, faire vite, et qui aurait désormais plutôt une légère majorité au sein du groupe protestant de la sensibilité évangélique au sens large, en sachant que dans cette sensibilité évangélique, il y a un peu toutes les tendances aussi, en sachant que de toute manière, ce sont des églises, y compris l'église luthéro-réformée, qui est très largement ouverte également à l'international. Quand on regarde typiquement les pasteurs au sein de l'Église luthéro-réformée, euh, vous en avez beaucoup qui ont été formés aussi à l'étranger. Et en sachant que sur le côté ethnique, et l'une des... Alors j'avais beaucoup aimé cette remarque qu'avait fait à une époque Sébastien Fath, que les seules églises vraiment ethniques en France, c'était l'Église luthéro-réformée. Parce qu'il n'y a que des blancs. Et que les autres, en fait, quand on commence à creuser un peu pour les églises avec des fidèles d'origine subsaharienne, c'est souvent beaucoup plus mélangé ethniquement qu'on le croit. Donc, c'est à la fois des Côte d'Ivoire et puis d'autres pays autour. Donc, il n'y a pas ce côté ethnicisé, même si c'est des choses qui, effectivement, qui peuvent dérouter pour les protestants luthéro-réformés, enfin les protestants réformés. Et en sachant qu'aussi, parfois, il y a quand même des lignes de rupture assez nettes, notamment avec les sensibilités pentecôtistes. C'est-à-dire, par exemple, entre certains discours pentecôtistes expliquant que si vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché à un moment donné. C'est le genre de discours quand vous êtes avec un pasteur réformé, oui, ou dans une paroisse réformée, qui est inentendable. Donc il y a quand même des lignes de rupture. Alors parfois, quand même, il y a quand même des structures qui servent un peu à regrouper tout le monde. Une structure que j'aurais pu évoquer rapidement en conclusion, c'est la Fédération protestante de France, qui réunit beaucoup, mais pas toutes les structures françaises, enfin à la fois structures ecclésiales et un certain nombre d'autres structures associatives à côté, et qui servent souvent parfois de porte-parole sur un certain nombre de débats. J'ai sonné à une époque, ça avait été dirigé par Claude Batty, qui était un pasteur de sensibilité évangélique. Enfin, il est issu du monde des églises libres, c'est-à-dire des églises qui s'étaient séparées de l'État bien avant les autres, dès le 19e siècle. Donc, il était issu de ce milieu-là, et qui expliquait qu'en fait, c'était souvent cette structure-là qui était sollicitée en termes de conseil juridique, notamment quand il y avait des entraves pour la construction de lieux, enfin la mise en place de nouveaux lieux de culte soit protestants, par exemple, enfin, pour les groupes évangéliques, voire même musulmans, parce que les entraves typiques, c'est, attendez, vous construisez un lieu de culte qui va accueillir tant de personnes, il est où votre parking pour accueillir tout ce beau monde? Et donc, la FPF servait parfois de conseil juridique pour aider à mener les projets pour mener les projets à terme. Ça va, Thibaut? Ça répond à votre question? Thibaut? Ah, on vous entend plus. Pardon, je faisais un signe pour dire oui, mais j'avais coupé mon Ah, micro. Mais d'accord. je recoupe mon micro. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors tout le monde est très calme parce que d'habitude, il y a beaucoup de questions. Mais là, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû partir, qui se sont excusés. Euh, pardon. Moi, Alors, moi, j'en ai une deuxième. J'en ai une oui, deuxième, oui, hein, allez-y, sinon. allez-y, Thibaut. Là, c'est plus sur l'exposé. Il y a un moment que j'ai pas très bien compris. C'était quand on a parlé du Second Empire. J'ai pas compris si les protestants étaient plutôt méfiants vis-à-vis du Second Empire ou si au contraire le Second Empire avait plutôt favorisé les constructions de lieux de culte protestants ou si c'était l'un et l'autre en même temps. C'était pas très clair pour moi. L'un après l'autre, plutôt.
parce que, par exemple, au tout début du Second Empire, enfin, même avant le Second Empire, vous aviez ce qu'on appelle, bon, il y a eu le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 51. Mhm. Et après, il y a eu un plébiscite pour à la fois approuver le coup d'État et un autre plébiscite pour le rétablissement du Second Empire. Alors, je ne sais plus sur lequel des deux, mais il y a, le cas est connu. Le seul canton au niveau national qui avait voté majoritairement non, c'était un canton majoritairement protestant. Donc, il y avait une méfiance à la fois du peuple protestant qui était d'une partie du peuple protestant qui se méfiait d'un régime qui semblait s'appuyer sur l'Église catholique. Il y avait aussi une méfiance d'une partie des élites protestantes qui étaient très proches du régime déchu de la monarchie de Juillet, des élites dites orléanistes, typiquement Guizot, bon, ministre en exil un temps, mais qui va continuer à jouer un rôle majeur au sein de l'Église réformée de France bien après la chute de la monarchie de Juillet. Donc ces élites orléanistes qui ne se qui sont méfiantes également à l'égard d'un régime autoritaire. Et par contre, vous aviez tout un bonapartisme aussi populaire protestant, parce qu'il y avait aussi du bonapartisme anticlérical. Donc ce bonapartisme anticlérical, ça existe dans certaines régions, typiquement en Charente-Maritime ou dans le Poitou. Eux, par contre, ça posait aucun souci, le Second Empire, pour certains d'entre eux. Donc voilà, donc ça a dépendu des époques. Il y a un léger rapprochement aussi quand Napoléon III s'engage dans la question italienne, favorable à l'unité italienne. Et quand on est favorable à l'unité italienne, on commence à s'en discuter avec le Saint-Siège, puisque c'est aussi, ça signe la fin des États du Saint-Siège. Donc à partir des années 1860, c'est un peu nuancé. Mais en sachant là aussi, quand on regarde les résultats des élections, les régions majoritairement protestantes, il y en a certains qui basculent déjà dans l'opposition libérale, voire républicaine, à la fin du Second Empire, dans les élections, enfin les désignations des députés au corps législatif. Ok, merci. Et alors, moi j'aurais une question, Nicolas. Est-ce que tu as étudié les fameux rapports entre richesse, capitalisme et protestantisme? Parce qu'on a beaucoup dit que beaucoup de grandes entreprises françaises, dès le 19e siècle et au 20e siècle, étaient des sociétés fondées par des protestants. Alors, est-ce que tu as travaillé ça un petit peu? Est-ce que Alors, directement, non, mais effectivement, il y a une haute société protestante qui existe, notamment la haute banque protestante parisienne qui existe de manière réelle. Vous aviez aussi dans l'espace plutôt alsacien, du côté de Mulhouse, notamment toute l'activité industrielle de Mulhouse, vous aviez énormément, enfin, c'était un patronat protestant. Pareil dans certaines régions, dans le sud-ouest, le cas le plus connu, c'est Mazamet. Mazamet, dans les le Tarn. tanneries de Mazamet? Voilà, où là, parfois c'était caricaturé, enfin, avec un patronat protestant et républicain et des ouvriers catholiques et monarchistes, enfin réactionnaires, pour faire vite, parce À qu'ils venaient de la Mazamet? campagne environnante et donc il y avait, voilà. Donc il y a ce patronat, ça existe, comme à Bordeaux, la bourgeoisie des Chartrons, enfin voilà, c'est des choses. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, cette haute société protestante, parce que le protestantisme au XIXe siècle, c'est avant tout un protestantisme rural. Oui. Les foyers protestants, c'est avant tout les Cévennes, c'est le Poitou. Le Poitou, c'est le principal foyer protestant de la France de l'Ouest au XIXe siècle. Mais le Poitou rural, hein, vraiment rural, c'est la région de Melbe, Saint-Mexant, etc. Avec des coins où il n'y a que des protestants. Mais en revanche, avec un phénomène nouveau, c'est qu'il y a pas mal de communautés urbaines qui se développent et qui prennent de l'ampleur au XIXe siècle. Typiquement, Bordeaux, ça prend de l'ampleur. On a le même cas de figure dans la France de l'Ouest, par exemple à Rochefort, où avec la présence de l'arsenal militaire, vous aviez pas mal d'ouvriers qui arrivent et l'Église réformée de Rochefort à la fin du XIXe siècle pèse le même poids, voire même peut-être un peu plus importante sur un plan démographique que l'église de La Rochelle. Alors que quand on pense La Rochelle, on pense forcément au protestantisme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ta voix disparaît. Merci en tout cas de nous consacrer un peu de temps alors que tu as très mal à la gorge. Alors, Non, est-ce non, qu'il y a parce d'autres que j'ai questions? pas parlé de la journée, donc c'est difficile parfois trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ben écoutez, je vais te remercier encore une fois
Et donc, on va terminer l'enregistrement et ensuite, ben, ça passera sur YouTube parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent de ça. Donc, Nicolas, merci encore d'avoir partagé toutes tes connaissances sur l'histoire du protestantisme en France et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Au revoir. Merci, au revoir.